Alors, pourquoi un guide? Nous avons constaté que les intervenants avaient beaucoup de préoccupations et d'interrogations cliniques, mais qu'ils étaient souvent seuls devant ces interrogations-là. Et qu'il y a peu d'outils qui conjuguent les soins palliatifs, gérontologiques et la pratique à domicile. Le guide en entier est composé de 3 parties, tous en lien avec l'intervention psychosociale. La première, c'est la composante et le soutien psychosocial. La deuxième, c'est se questionner et stimuler sa réflexion. Et la troisième partie, ce sont les pistes d'intervention. Les objectifs du projet, développer notre compréhension de ce que signifie être un superviseur modèle de rôle, expérimenter, pas juste discuter, mais expérimenter diverses stratégies pédagogiques afin de maximiser l'impact du modèle en supervision auprès des stagiaires. Le troisième, qui est d'un niveau différent, on voulait, du fait que c'était un projet pilote, identifier les facteurs qui favorisaient et défavorisaient la participation à ce genre de projet-là. L'autre chose qui est une pratique de pointe au C3S, c'est la formation pédagogique des superviseurs. Formation clinique, bien sûr, mais la formation pédagogique est tout aussi importante et ce projet-là était une manifestation d'une forme de formation. Ça a permis une meilleure compréhension et un meilleur exercice du modèle de rôle. Ça a enrichi notre réflexion à tout le monde par rapport à l'application ou au transfert des connaissances. Notre outil, à nous, il s'appelle, comme le titre l'indiquait, un outil en santé mentale jeunesse. Il sert généralement à orienter ou encore à référer. Cet outil-là a été développé dans l'esprit que c'est pas juste un outil qui va servir au guichet d'accès. C'est à travers l'ensemble du réseau, soit le réseau intégré de services ou le réseau local de services. La recherche qui porte entre autres sur l'outil qui en est qui permet une référence de quiconque dans le réseau veut nous orienter un jeune, ça lui donne quand même des balises intéressantes pour la cueillette de données. Les retombées au niveau clinique ont été quand même intéressantes, si ce n'est que bonifier un outil qui est déjà existant, de renforcer les liens à l'interne et l'externe pour partager une expérience avec la recherche. C'est sûr que la réflexion est à poursuivre, mais l'expérience, je pense, fut stimulante. Il ne s'agit non pas de prendre un modèle validé ailleurs, mais d'essayer de documenter ce qu'on sait et ce sur quoi on s'entend dans la pratique et sur la manière de faire les choses auprès des populations itinérantes. Il y a une pertinence à la fois à l'interne, je dirais, pour l'équipe en soi, et cette pertinence-là, elle est importante. C'est aussi important que ça puisse enrichir d'autres pratiques et développer éventuellement d'autres pratiques. Et ça visait plusieurs choses, à la fois un objectif d'améliorer pour les intervenants les interventions, l'efficacité de ces interventions-là, dans une perspective de formation continue, de permettre un certain ressourcement, puis l'idée aussi de transférer cette expertise-là qui avait été développée au sein des équipes, qui est une expertise assez unique autour d'une problématique donc qui est celle de l'itinérance.
il y a eu la création d'un organisme sans but lucratif qui s'appelle l'Observatoire estrien du développement des communautés, où se rencontrent au moins 4 sortes d'expertise. L'expertise terrain, des organisateurs communautaires de CSSS, mais aussi de tous les types d'agents de développement dans les différents milieux. Le tableau de bord, c'est non seulement un outil, mais c'est aussi une démarche. Et là, nos 3 mots-clés qu'on peut répéter ad nauseam, c'est participatif, intersectoriel et sur mesure. 4 fois par année, il y a 20-25 personnes qui viennent contribuer à définir les orientations de la démarche, à valider les outils, à exprimer des besoins. En développement des communautés, on a un parti pris certain pour l'intervention micro-territoriale, locale. C'est pas parce que tu as 2 villages de 800 habitants que c'est vraiment pareil. Il y a un effort considérable à faire pour s'intégrer, pour que la lecture commune qui émerge se transforme en action concrète. Donc, on a identifié des 4 dimensions qu'il fallait regarder pour voir s'il y avait eu du développement des communautés. Donc, est-ce qu'il y a eu de la participation citoyenne? Est-ce qu'il y a eu un renforcement du pouvoir d'agir? Est-ce qu'il y a de l'intersectorialité? Et est-ce qu'il y a de l'autonomie des territoires? En fait, ça a permis aussi de mettre en place les conditions pour soutenir le développement des communautés. Évidemment, de sensibiliser les gestionnaires, les intervenants, tous ceux qui ont des décisions à prendre pour mettre en place les conditions nécessaires. Je pense qu'on a réussi à le faire. Essentiellement, la Maison Bleue veut aider les femmes et leurs familles à accueillir leurs bébés et on s'engage auprès de ces familles toujours vulnérables, on va en parler, de nos critères finalement, en offrant des services intégrés, en interdisciplinarité et de manière intensive. Donc ça, c'était le premier moteur, je vous dirais, c'est un des premiers moteurs pour le démarrage d'une prise en charge de la maternité avec une équipe où on travaillerait de beaucoup plus corps à corps la notion de la sensibilité culturelle. Ce qui est nouveau, en fait, nous prétendons agir au niveau de l'environnement pour modifier la trajectoire de vie non seulement sociale de cet enfant et de sa famille, mais biologique aussi, prévenir les complications durant la grossesse. On veut travailler sur les relations d'attachement, les situations d'abus divers de l'enfant, et les troubles d'adaptation et d'apprentissage. Qu'est-ce que ça donne? Je vous dirais que ça donne essentiellement des résultats sur le sentiment d'avoir une famille et d'avoir un village qui nous porte comme personne, comme femme.